Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Michel Duferrer, étudiante en master Erasmus Mundus en développement touristique et culturel, dont les enseignements sont dispensés dans 3 pays. Dans cet épisode, elle te présente cette formation qui lui permet de faire un petit tour d'Europe durant ses études, et ce malgré la crise sanitaire actuelle. Elle te partage également son retour d'expérience sans filtre sur d'autres programmes Erasmus auxquels elle a participé. Et spoiler alerte, il y en a un paquet. Et non, Erasmus ne rime pas toujours avec échange universitaire. Enfin, elle se livre sur la pression que notre entourage et le marché du travail français a tendance à nous mettre sur les épaules, notamment lorsqu'on fait le choix de prendre une année sabbatique, mais en te prouvant aussi qu'il n'y a en fait aucun risque à oser suivre ton propre chemin. Alors, pour te remotiver à croire en l'avenir d'une carrière dans le tourisme, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Alice. Bonjour Alice, je suis très contente d'échanger avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Bonjour Marie, alors je m'appelle Alice Michel Duferrer, j'ai 22 ans et je suis actuellement en première année de master Erasmus Mundus. Donc c'est un master qui est orienté développement touristique et culturel. C'est un master qui a été créé très récemment, l'an dernier, donc je fais partie de la seconde promo. Donc les masters Erasmus Mundus, ce sont des programmes d'études internationales qui sont dispensés par plusieurs universités européennes. Il me semble que ça a été créé en 2004 et qu'il y a à peu près 120 programmes de master différents qui sont ouverts dans tous les domaines. Et c'est ouvert aux étudiants du monde entier et pas seulement aux Européens comme on pourrait le penser. Et aussi, la particularité, c'est que ce sont des masters qui sont financés par l'Union européenne. Et du coup, l'UE offre des bourses aux étudiants. Je crois que c'est à peu près 75% des bourses qui sont réservées aux étudiants hors européens. D'accord. Et donc du coup, toi, tu étudies dans quel pays en ce moment ? Alors du coup, mon programme, il se déroule dans 3 universités différentes, donc dans 3 pays. En ce moment, je fais mon premier semestre à l'université de Glasgow, donc en Écosse, où les cours sont assez spécialisés patrimoine et développement touristique. Le second semestre, il se déroulera à Malte, où là, les cours seront plus spécialisés marketing et culture. Et ensuite, donc la deuxième année, donc troisième semestre, on doit choisir entre l'université de Lund en Suède ou l'université de Lisbonne au Portugal. Donc pour ma part, j'ai choisi d'aller à Lisbonne car les enseignements sont plus portés sur événementiel et œnogastronomie. Et c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu plus que ce qui est proposé en Suède, qui est plus tourisme durable. Et on a aussi l'opportunité de participer à un programme d'université d'été aux Pays-Bas, où là les cours seront portés sur l'économie circulaire et donc le tourisme circulaire. Honnêtement, c'est un peu le master de mes rêves, c'est-à-dire que les enseignements me plaisent beaucoup, surtout que je souhaite continuer mon parcours, on va dire, dans le développement et la promotion touristique. Et c'est aussi donc un programme qui est très international. Là, on est 25 étudiants et on est 23 nationalités différentes. Donc, Ah ouais. c'est vraiment bien. C'est toujours hyper stimulant et très intéressant. On apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de discussions sur les différences, les similitudes de nos pays et de nos cultures. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Mhm. Ouais, j'imagine. Et du coup, vous êtes 25 et vous avez tout le temps les mêmes cours ensemble ou il y a des choix à faire ? Exactement, on a les mêmes cours, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a 3 cours à suivre ce semestre, 2 qui sont, on va dire, un peu des majeurs et un cours mineur où on devait choisir une spécialité, mais bizarrement, on a tous choisi la même spécialité. Donc, on a vraiment les mêmes cours tous ensemble. Ok, ça marche. Et du coup, au 4e trimestre, ça se passe où ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser ça. Le 4e semestre est réservé à l'écriture du mémoire. D'accord. Donc, étant donné que chaque campus a une spécialisation en termes de sujet, selon le thème du coup du mémoire, si je veux l'écrire sur le domaine de l'événementiel, j'aurais tendance à rester du coup à Lisbonne. Si je veux l'écrire sur le sujet du patrimoine, je pourrais retourner du coup en Écosse, de façon à avoir le tuteur qui est assez spécialisé dans cette matière. D'accord. C'est trop top, franchement, ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais, en fait, il y a un nouveau programme aussi, je crois, ça a 4-5 ans. Aux États-Unis, ça s'appelle Minerva. J'ai écouté ton podcast, oui. Ouais, ça a l'air trop cool cette école. Oui, oui, oui. Mais du coup, ça y ressemble quand même vachement et je pense qu'au niveau financier, c'est quand même beaucoup moins cher parce que comme tu disais, déjà, il y a des bourses. Et puis aussi, c'est en Europe, donc l'enseignement, il est quand même plus abordable ici. Toi, tu bénéficies d'une bourse ? Alors, moi, malheureusement, on va dire, j'ai pas pu postuler à une bourse. Il faut savoir que pour postuler à la bourse, les délais sont assez courts. Il fallait postuler avant la mi-janvier, il me semble.
Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à rechercher les masters mi-janvier. Donc, j'ai pas eu le temps de regrouper tous les documents demandés. Il Mhm. fallait aussi, bien sûr, passer un test d'anglais, le TOEFL ou l'IELTS. J'étais en train de faire un volontariat en Italie à ce moment-là, donc j'ai pas eu le temps. Je me suis donc posé la question, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre une année supplémentaire, postuler au programme l'année prochaine pour prétendre à la bourse? Mais bon, j'étais déjà en année de césure quand j'ai postulé, je me voyais pas attendre une année de plus. Il faut savoir que le programme, il coûte 7 000 € par an pour les étudiants européens et 14 000 € par an pour les étudiants non européens. Donc c'est quand même un coût. Je me suis dit que bon, c'était quand même abordable et étant donné que le programme me plaît énormément, j'ai vu ça un peu, on va dire, comme un investissement. Pour l'instant, je regrette pas d'avoir pris cette décision. Il faut aussi savoir que donc l'année prochaine, étant donné que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, le programme il sera à 14 000 € pour tout le monde, hormis les citoyens britanniques. Mais Ah oui, je pense que l'année prochaine, ce sera peut-être plus compliqué, enfin ce sera plus difficile d'envisager pour certaines personnes de rejoindre le programme. ouais, je comprends. Est-ce que du coup tu travailles à côté? Je sais pas si tu as le temps. Parce que tu as dit que tu avais 3 cours, mais j'imagine que t'as pas 3 heures de cours par semaine. Alors, donc oui, effectivement, on a 3 cours, donc on a, je vais quand même dire relativement, pas mal de temps libre. C'est vrai qu'ici, c'est assez différent du système français, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'heures de cours, mais on a quand même énormément de travail, à faire à côté, de travail personnel, de lecture académique. C'est vrai que j'étais pas très habituée à lire des articles, académiques, en France. Donc en soi, j'ai le temps de travailler à mi-temps. Là, je ne travaille pas en Écosse étant donné que je suis dans une petite ville et j'ai postulé à quelques offres, mais c'est assez compliqué. Je reste 3 mois au total pour ce semestre, donc j'ai pas pu trouver un travail. J'ai prévu bien sûr de travailler pendant les vacances d'été, étant donné qu'on a, il me semble, 3 mois. Mhm. Et j'ai aussi prévu de chercher un job étudiant quand je serai à Malte. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités, d'autant plus dans le tourisme à cette période-là. Et du coup, en termes, on va dire, point de vue financier, j'ai fait un crédit étudiant pour participer à ce master. Très bien. Et donc comme vous voyagez relativement souvent, on vous demande pas de faire de stage obligatoire dans cette formation? Alors, on ne nous oblige pas à faire de stage. Cependant, pour l'université de Malte, donc qui sera le second semestre, comme je te disais précédemment, on a des cours majeurs à choisir, enfin dont on n'a même pas le choix, on est obligé de les suivre, et des cours mineurs, donc des options. Et dans les options, on a quelque chose qui s'appelle placement dans le secteur culturel. On Mhm. n'a eu aucune info par rapport à ça en ce moment. Bien sûr, la question va bientôt se poser. Donc je pense qu'on aura un peu des opportunités, peut-être de mini-stages, comme ils appellent, des placements. Donc c'est peut-être une façon de nous familiariser avec le monde professionnel, mais pas de stage comme on pourrait connaître en France, où vraiment c'est un stage de 6 mois, un stage de fin d'études. Rien de tout ça est prévu. D'accord. Après, c'est quand même cool de voir qu'il y a un petit côté un peu professionnalisation qui est quand même inclus dans le programme. Et par rapport à la crise sanitaire, parce que quand même, le tourisme, c'est un des secteurs qui est le plus impacté parce que forcément, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Donc du coup, toi, est-ce que tu sais que tu vas quand même pouvoir te rendre dans les différents campus sans problème? C'est vrai qu'avant de commencer la formation, on nous a prévenu que ce serait des cours en ligne, notamment pour l'Écosse. D'accord. Je m'étais donc posé la question, est-ce que ce serait pas mieux de rester en France chez mes parents? Car c'est vrai que ça a quand même un coût d'être sur place. J'ai quand même décidé de venir en Écosse de façon à quand même vivre une expérience. Pour l'instant, je regrette pas du tout la décision. À savoir que donc on a 3 cours ce semestre. 2 d'entre eux sont en ligne, mais il y en a quand même un qui est en présentiel. Donc je me dis que c'est déjà ça de gagner. Mhm. Par contre, on n'a pas encore de nouvelles par rapport au déroulement des cours à Malte. Je ne sais pas si ce sera en ligne ou en présentiel. Je crois qu'en ce moment même, à l'université de Malte, les cours sont maintenus en présentiel. Bien sûr, ça dépendra de la situation sanitaire du pays au deuxième semestre. Mais je pense que même si les cours seront en ligne, j'irai quand même à Malte, si possible, bien sûr. C'est Mhm. quand même enrichissant d'être sur place. On rencontre les gens. Par exemple, en ce moment, donc sur les 25 étudiants, on est 20 à être présents physiquement en Écosse. Donc, bon, bien sûr, la vie sociale n'est pas comme elle le serait dans une vie avant Covid, mais on fait quand même des choses ensemble et c'est quand même bien de prendre part au groupe. Mhm. Ouais, complètement. Puis c'est sûr que quand même, c'est l'avantage du programme, c'est qu'il permet d'être vachement mobile. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait une partie qui se fasse en ligne, mais au moins si tu peux déjà oui, te rendre sur les différents campus, et t'as quand même un cours en présentiel, donc effectivement, Oui, bien sûr, ouais. c'est quand même bien. Et puis vu que t'as quand même relativement du temps libre, ça c'est cool, tu peux quand même, bon, là,
un peu tous confinés, mais ça te permettait quand même, je pense, au début, au mois de septembre et d'octobre, de pouvoir bouger un petit peu, de découvrir la ville aussi. Donc, Bah, écoute, c'est vrai qu'en Écosse, finalement, par rapport à la France, la situation est quand même, on va dire moins pire, même si ça ne se dit pas. La mhm. semaine dernière, on est parti dans les Highlands, donc dans le nord de l'Écosse et finalement là-bas, étant donné qu'il y a quand même moins d'habitants, c'était très facile de se déplacer, très facile d'aller se balader en montagne, et cetera. Donc on peut quand même bien sûr, bouger un petit peu. On a eu l'occasion d'aller, du coup à Édimbourg. Certains d'entre nous sont allés, à Newcastle. Enfin voilà, on peut quand même bouger donc c'était quand même pas une mauvaise idée, d'être venu sur place, ouais. Mm. J'imagine. Et est-ce que par rapport à tout ce qui est logement, vous êtes aidé par le programme? Est-ce qu'il y a par exemple des bâtiments qui sont dédiés ou vous payez quand même le loyer, mais vous pouvez candidater facilement pour avoir des logements, ce genre de choses? Alors, donc il y a bien sûr, je vais parler pour Glasgow, pour Malte et Lisbonne, c'est vrai que j'ai pas encore commencé mes recherches, mais pour Glasgow, donc l'université a des logements étudiants qui sont vraiment des studios basiques où il y a toutes les commodités, mais c'est assez basique. On peut donc candidater pour avoir un appartement chez eux. Je vais pas dire qu'on nous aide, c'est plus qu'on nous offre l'opportunité de postuler pour ces logements. On va pas nous aider à chercher. J'ai choisi de prendre un logement, on va dire indépendant de la fac, étant donné que les appartements sont assez loin, on va dire, du centre-ville et sont aussi extrêmement chers. C'est-à-dire que c'est en fait le double du prix de moi ce que je paye pour une chambre en colocation. Donc c'est à peu près, on va dire 660 € Ah et oui, c'est vrai d'accord. que on n'est pas sur Glasgow, c'est vrai que je l'ai pas précisé, plus tôt. On est sur un autre campus. Donc pour une petite ville, c'est vraiment un choix personnel, je trouvais ça trop cher et je Mhm. me voyais pas non plus vivre dans un studio, toute seule. C'est vrai que je me suis dit que c'était l'opportunité de vivre, une vie, en colocation, peut-être de reproduire un peu comme, dans L'Auberge espagnole, dans le film, de Clapiche. Mhm. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai cherché par moi-même, j'ai trouvé un appartement en colocation. Donc, du coup, je vis avec 4 autres personnes de ma promo. Et donc, je vis avec une Indonésienne, une Italienne, un Pakistanais et un Grec. Donc, c'est vraiment comme je l'imaginais. C'est multiculturel, c'est très bien. Et pour répondre plus précisément à ta question, l'université ne nous aide vraiment pas à trouver un logement. Après, ça, c'est vraiment pour Glasgow. Peut-être que pour Malte, pour Lisbonne, on aura beaucoup plus d'aide. Je ne sais pas encore. Ok, d'accord. Bon, après, je sais pas si ça a été très difficile à trouver. Ça a été assez difficile dans le sens où donc je suis dans une petite ville et la plupart des appartements sont gérés par une seule et même personne qui a décidé ses prix et on va dire qu'elle demande par exemple de rester 6 mois minimum et si on reste moins de 6 mois, les prix augmentent de 20-15%. Elle fait un petit peu la loi dans la ville. Ouais. Donc j'ai trouvé, en fait, si tu veux, c'est vrai que toute la promotion, enfin toutes les personnes présentes sur place, on était tous dans la même galère, comme on peut dire. Donc on s'est entraidés et moi j'ai trouvé quelque chose bah, par une fille de ma promo en fait qui m'a dit il y a une chambre de disponible, est-ce que ça t'intéresserait? Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de chance, j'ai pas eu à, à non plus à me démener pour trouver un appartement. De toute façon, dans ces expériences-là, c'est toujours un peu ouais, la débrouille parce qu'il y a plein de choses à gérer en même temps. Donc, Exactement. ouais, je comprends. C'est vrai que j'ai pas eu de problème, dans le sens où j'ai pas eu besoin de demander un visa et cetera, mais quand Mhm. je vois, la plupart des personnes, qui sont pas européennes, qui ont eu besoin de faire toutes ces démarches, l'université aussi, j'ai eu l'impression qu'elle ne les a pas beaucoup aidés. C'était plus, voici le lien internet pour, demander votre visa, débrouillez-vous et c'est vrai que ça avait l'air, très, très, très compliqué, d'autant plus par cette situation, Covid, ça a été assez compliqué pour certains, donc bon là c'est terminé, mais c'est pareil pour Malte, certaines personnes doivent demander un visa, donc tu sais c'est des questions, doivent se rendre à Édimbourg, sauf que le centre de visa est fermé. Ouais. Je trouve que l'université pourrait les aider un peu plus. Après c'est vraiment que mon avis personnel. Mm. Je comprends. Après, c'est le genre de choses qu'il faut peut-être aussi faire remonter parce que c'est vrai que Exactement. c'est pas toujours évident et Erasmus c'est quand même un gros gros réseau, il gère pas mal de choses donc j'imagine qu'ils se rendent pas compte de tous les problèmes qu'il y a. Et du coup justement, il me semble que tu m'avais dit que tu avais fait pas mal d'expériences Erasmus. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tout ton parcours du coup? Oui, bien sûr. Alors du coup, pour résumer assez rapidement, j'ai eu mon bac, un bac ES en 2016. Je Mhm. savais pas trop quoi faire après mon bac. Je me disais soit qu'une école de commerce,
ou quelque chose d'assez général, ça pouvait être assez adapté, ça pourrait m'ouvrir de nombreuses portes. J'avais aussi hésité à partir 1 an à l'étranger pour perfectionner mon anglais et puis aussi penser à mon orientation. Mhm. Finalement, j'ai découvert la filière tourisme. C'est vrai qu'au lycée, j'étais assez bonne en langue étrangère. Je me suis dit que la filière tourisme, ça restait assez général. Et puis, c'était du coup tourné donc langue étrangère, culture. Et après avoir fait quelques recherches et fait quelques portes ouvertes, j'ai intégré l'ESTUA. Donc l'ESTUA, c'est l'Institut d'études supérieures de tourisme et d'hôtellerie à l'université d'Angers. Mhm. Et à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, c'était l'unique formation universitaire post-bac hors BTS en France. Mhm. Donc c'est vrai que moi je me voyais plus aller en université plutôt qu'en BTS. Après ça c'est vraiment personnel. Et Mhm. donc la première année ça a été très généraliste. C'était par exemple de l'économie, de la sociologie, de la géographie, de l'histoire, tout ça c'était donc appliqué au tourisme. On a aussi dû débuter une LV3, c'était russe ou chinois. Donc moi j'avais choisi russe pour la petite information. La seconde année, on a dû faire un stage. J'ai trouvé ça très bien parce que certaines universités françaises, je dirais même la plupart, après c'est vrai que je ne connais pas tout, la plupart des universités ne proposent pas de stage avant le master ou du moins la troisième année de licence. Donc voilà, j'étais très contente de faire ma première expérience professionnelle dans le tourisme dès ma deuxième année post-bac. Donc j'ai fait un stage chez Hurtigruten dans une compagnie de croisière norvégienne. Mhm. Et la deuxième partie de l'année, j'ai fait un Erasmus en Finlande, donc un échange universitaire. Donc c'était ma première expérience, on va dire, à l'étranger, où j'ai découvert la vie en communauté, la vie en colocation, la multiculturalité et aussi, je vais dire, l'éducation à la scandinave, qui est quand même très différente de l'éducation à la française. J'ai trouvé que c'était vraiment plus, si tu veux, le professeur n'est pas hiérarchiquement au-dessus de toi. Mhm. C'est plus, il est là pour te partager ses connaissances, pas pour t'enseigner ce qu'il sait. C'est de la discussion. J'ai trouvé ça quand même un peu plus informel. Enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça a vraiment été globalement une super première expérience. J'ai adoré. Mhm. Donc, à la suite de cette année assez particulière, disons, parce que j'ai pas été physiquement sur place à Angers, je Mhm. voulais donc continuer bien sûr une L3 pour valider une licence. Mais bon, ça me plaisait pas tellement de retourner à Angers, pas spécialement vis-à-vis des enseignements, qui étaient très bien, mais plutôt par rapport à ma situation personnelle, ainsi que Angers ne proposait pas, à l'époque du moins, de formation en alternance. Et j'étais très intéressée par faire une formation en alternance. Ouais. Donc j'ai regardé les formations disponibles sur Paris et j'ai trouvé une licence professionnelle à Paris Descartes qui du coup proposait une alternance. Donc j'ai postulé et en toute honnêteté, j'ai eu aucune difficulté à être acceptée. Il n'y a même pas eu d'entretien ou d'étape de sélection. Il fallait juste envoyer, on va dire, les documents classiques pour postuler à une licence. Et donc j'ai dû chercher une alternance. Si je me souviens bien, j'ai dû commencer en mai et j'ai dû trouver mon alternance à peu près vers août. Et puis bon, je savais pas trop vers quel secteur m'orienter, mais je savais que la représentation touristique ou travailler pour un office national de tourisme, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et finalement, sans trop connaître le secteur de la promotion et de la représentation touristique, j'ai trouvé une alternance chez Interface Tourisme, donc agence de représentation touristique. J'ai beaucoup aimé, ça a été très enrichissant et je me suis vraiment découvert un peu une passion pour la promotion touristique. Je pense vraiment continuer dans ce secteur. Ok. Donc après cette année enrichissante qui a donc validé ma licence, je savais que je voulais faire un master. Je savais pas forcément quoi, comment, où. J'ai aussi hésité à changer de secteur, à peut-être me tourner vers une formation orientée plutôt gestion de projets culturels ou marketing. J'étais pas non plus convaincue à 100%, donc c'était un peu le flou. Et Mhm. je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de prendre une année de césure. Donc quand j'ai commencé cette année de césure, je savais pas du tout ce que j'allais faire, je savais pas où est-ce que j'allais aller, mais ça m'a pas fait peur, je savais que je trouverais. On va dire la seule chose dont j'avais un peu peur, si on peut dire, c'est la mentalité française. C'est vrai qu'en France, on a quand même ce cliché de l'année sabbatique où l'étudiant ne fait rien, est assez paresseux. Et Mm. quand je repense à cette peur que j'avais aujourd'hui, en fait, je me dis que je m'en fiche, que si le système académique ou professionnel, on va dire, ne reconnaît pas mon année de césure et pense que j'ai perdu du temps et perdu une année, j'irai ailleurs et je trouverai un système adapté à ma façon de penser. Donc bon, je divague un peu. Pour revenir à l'année dernière, je me suis aussi dit qu'un service civique, ça pourrait être une bonne idée, étant donné qu'il peut vraiment être valorisé dans un parcours académique. Mm. Donc j'ai postulé à plusieurs annonces, il n'y a jamais eu de suite particulière. Donc j'ai un petit peu abandonné cette idée.
Et puis quelques semaines après, j'étais tranquillement sur mon fil d'actualité Facebook et j'ai vu un post qui a attiré mon attention. C'était un post sur un groupe du style Opportunité Erasmus+, que j'avais rejoint quelques mois auparavant, je me souviens plus très bien. Mhm. Et le post annonçait urgent, recherche de participants français pour une formation sur l'entrepreneuriat social en Géorgie. Donc je savais pas vraiment ce qu'était l'entrepreneuriat social. Je connaissais pas grand-chose sur la Géorgie. Le projet commençait 2 semaines à compter de ce moment. Mais bon, un peu sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas. J'ai postulé, donc j'ai été acceptée et j'y reviendrai un peu plus tard, mais j'ai vraiment vécu une expérience géniale pendant 10 jours. Donc c'était vraiment voilà, sur un coup de tête, mais ça s'est révélé être une super expérience. Et j'ai ensuite donc continué sur ma lancée, on va dire, et j'ai rejoint une mission de 4 mois, donc une mission des corps européens de solidarité, qui en fait, ça se fait avec Erasmus+, et c'est un service civique, mais un service européen. Ça s'appelait auparavant, il me semble, service volontaire européen. Là, ça a changé de nom. Ok. Donc une mission en Italie. Et la mission avait pour but de donner des cours de français ou d'éveiller au français des enfants de la crèche au collège. Donc j'ai été vraiment séduite par l'annonce parce que donc déjà j'adore travailler avec des enfants. J'ai fait plusieurs colonies de vacances, j'ai mon BAFA, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'ai aussi appris l'italien pendant plus de 10 ans à l'école, mais étant donné que je le pratiquais pas, je perdais mon niveau, donc je me suis dit que c'était aussi un bon moyen de le pratiquer de nouveau. Donc une fois de plus, je suis partie sur un coup de tête car le projet commençait 2 jours après mon retour de Géorgie. Donc ça a été assez rapide également. Ouais. Et donc la mission, elle se déroulait dans un petit village à côté de Saint-Marin, pas loin de Bologne et de Rimini. Donc pareil, j'y reviendrai dans un second temps, mais je peux pas vraiment dire que ça a été la meilleure expérience que j'ai eue à l'étranger. Mm. Et donc à la suite de ça, le Covid est arrivé et donc mi-mars, je suis rentrée en France et donc n'ayant pas de travail ou ne suivant pas d'études à ce moment-là, j'ai pas fait grand-chose jusqu'à septembre, la rentrée de septembre que j'ai vraiment attendue avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Mhm. Du coup, tu as fait vraiment beaucoup de programmes liés à Erasmus. Tu as été un peu sur Facebook pour trouver certains programmes et est-ce qu'il y a d'autres sources qui t'ont permis de trouver toutes ces expériences? Parce qu'au final, je pense que ça arrive souvent qu'il y ait une personne qui fasse un échange, mais pas autant de programmes Erasmus. Surtout que t'as pas encore terminé tes études, donc Exactement. C'est vrai que quand j'étais en Géorgie, donc en formation Erasmus+, c'était donc mon premier projet et il y avait des personnes donc de mon âge, c'était peut-être leur 30e projet. ah ouais. J'étais vraiment très agréablement surprise pour eux, mais c'est étonnant. En fait, c'est des personnes qui vont presque prendre une année sabbatique ou une année de césure pour faire plein de projets. Mm. Mais finalement, c'est tellement enrichissant que ce soit d'un point de vue humain ou même c'est quand même des formations. Donc même si c'est informel, tu vas quand même en apprendre beaucoup sur un sujet. Et oui, j'étais vraiment étonnée dans le bon sens. Mais donc pour répondre à ta question, quand j'ai commencé, on va dire, ces expériences, au départ, je pensais qu'Erasmus, c'était que les échanges universitaires. Parce qu'en France, je vais un petit peu râler, excuse-moi, mais c'est vrai que la plupart des gens me disent waouh, mais tu dois vraiment être super débrouillarde, tu dû passer des heures et des heures à chercher, à trouver des projets. Et en fait, ça m'agace pas vraiment, mais bon, je comprends pas très bien. Je trouve qu'en France, il y a vraiment un manque d'information et de promotion pour Erasmus. J'ai l'impression d'être l'une des seules de mon entourage à savoir que, et bien sûr, je n'ai pas du tout la science infuse, mais j'ai l'impression d'être l'une des seules à savoir tout ce que l'Europe peut offrir pour les jeunes. Donc je me sens concernée par cette situation, je trouve ça aussi assez dommage. Mm. J'aimerais bien que les choses changent, que par exemple dès le lycée on puisse promouvoir Erasmus pour proposer que ce soit des formations, des échanges. Je pense sincèrement que s'il y a des jeunes qui cherchent leur voie, par exemple après le bac, au lieu de se lancer dans une formation qui peut-être ne leur plaira pas énormément, ces personnes pourraient tellement plus s'épanouir et s'ouvrir à de nouveaux horizons grâce à une mission Erasmus ou une formation Erasmus. Ce serait vraiment bien qu'on change cette situation et que, oui, qu'il y ait vraiment plus de promotion et que les gens soient plus au courant de tout ce que l'Europe peut offrir aux jeunes, étant donné que tout est pris en charge par l'Union européenne à chaque fois qu'il y a des missions comme ça. Donc, on peut même pas dire oui, mais c'est cher. Le problème, c'est le manque d'information. Donc voilà, j'ai fini. Excuse-moi d'avoir râlé un petit peu. Donc oui, comme tu disais, je suis sur plusieurs groupes Facebook. Je dirais c'est un peu là où la plupart des offres sont recensées.
Après moi, j'ai découvert l'existence, des autres volets d'Erasmus par une amie qui a elle-même fait, donc une mission, Corps européen de solidarité et je me suis ensuite, renseignée sur, donc le portail européen de la jeunesse. C'est sur ce site où il y a toutes les offres disponibles pour, tout type de projet et c'est aussi sur ce site où il y a, toutes les informations ainsi que le contact de l'association qui est en charge du projet. Mhm. Donc voilà, et sinon, bien sûr, j'ai découvert Erasmus en tant qu'échange universitaire par mon université. D'accord. C'est pour ça, je pense que on connaît que Erasmus en tant que échange, parce que justement, vu qu'à l'école, c'est ce qu'on nous met le plus en avant, on n'a Exactement. pas forcément le réflexe d'aller chercher plus loin. Mais du coup, bah, c'est hyper intéressant, merci. Je mettrai les liens dans la description. Comme ça, si jamais des personnes ont envie de partir, elles pourront. Oui, c'est vrai que quand je repense à ma situation en terminale, en février, il fallait absolument remplir, APB, enfin post-bac, il fallait remplir ses vœux. Certaines personnes qui me disaient: «Ah, tu pourrais peut-être faire des études de droit, ça ouvre plein de portes». Mm. J'étais vraiment perdue et je me dis que, ouais, si j'avais eu l'opportunité de faire un volontariat européen, je regrette pas du tout d'avoir choisi, la voie du tourisme, hein. Mais, c'est vrai que peut-être que ça m'aurait, aussi, voilà, aidée, prendre un peu du temps, découvrir de nouvelles choses, vivre dans un autre pays. En fait, j'ai appris que dans certains pays, notamment, alors il me semble que c'est Canada et Royaume-Uni, mais je me trompe peut-être, c'est très, très, très commun de faire une année de césure, juste après le lycée. Avant de commencer l'université, c'est très commun et en France, de moins en moins et heureusement, mais on a vraiment cette idée, il y a beaucoup de gens, même des gens, jeunes, hein, des personnes qui ont 25-30 ans: «Mais tu es sûre que c'est une bonne idée? Mais tu pourras plus jamais reprendre des études et puis ça va faire un trou sur ton CV», enfin vraiment négatif et je suis très contente de un peu de leur avoir prouvé que non, j'ai pas rien fait de mon année. Bien sûr, il y a eu le Covid, c'est une situation assez particulière, mais j'ai tellement appris, j'ai bougé, enfin c'était tellement enrichissant, Mm. voilà. Il faudrait vraiment changer cette situation, de manque d'information. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, surtout qu'en plus, en vrai, ça devrait s'appliquer à tous les secteurs, sans qu'on pose de questions, mais en plus, Bien toi, tu sûr. t'es orienté dans le tourisme, donc du coup, je trouve que c'est juste hyper pertinent d'avoir un peu aussi des expériences à l'étranger. Donc à chaque fois, moi, je suis, dans l'incompréhension. Ouais, je trouve ça vraiment triste, enfin vraiment dommage. Mais c'est pour ça que heureusement la situation, la mentalité n'est pas la même, partout. Donc si ça marche pas en France et si en France on n'accepte pas vraiment mon parcours, j'irai ailleurs. Je me fais pas de soucis par rapport à ça. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, est-ce qu'il y a un pays parmi tous ceux dans lesquels tu as, travaillé ou étudié qui t'a plus plu? Ou peut-être, ouais, potentiellement, tu te dis: «J'aimerais bien y retourner pour travailler, plus tard»? Alors en tant que vraiment meilleure expérience, par rapport au pays, je dirais la Géorgie. C'est vraiment un pays, j'ai un peu honte de dire ça, mais avant de partir, je savais même pas quelle était la capitale de Géorgie. Je savais pas vraiment, voilà, ce qui se passait, dans ce coin du monde Mmh. et ça a été vraiment, une découverte, extraordinaire, vraiment. Que ce soit la culture, les gens, la gastronomie qui est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un pays que j'ai adoré. Je compte y retourner, mais peut-être plus en tant que touriste. Pour répondre à ta question, pour travailler, c'est vrai que la Scandinavie, comme je le disais, j'ai beaucoup aimé, la mentalité là-bas. Donc je me verrais peut-être plus travailler, en Finlande ou dans un autre pays scandinave. Je trouve que là-bas, tout fonctionne bien. C'est-à-dire que si ton bus est prévu à 9h12, à 9h12, il sera là. Si Mmh. le feu, piéton est rouge, les gens ne traversent pas. En fait, tout marche bien parce que je trouve que les gens ont quand même beaucoup, beaucoup plus de civisme. Bon, après, c'est vraiment mon point de vue, hein, mais les gens ont plus de civisme qu'en France. C'est plus organisé et je m'identifie plus, enfin, je me plais bien dans un environnement, comme ça. Mmh. Après, bien sûr, je préfère pas me dire en ce moment, je sais dans quel pays j'aimerais travailler, mais je me dis pas forcément que je veux absolument aller dans tel ou tel pays. Je Mmh. sais que ça peut changer, il y a des Ouais, ouais. opportunités qui peuvent, s'offrir à moi, d'autres qui peuvent se fermer, donc j'ai un peu la mentalité où je vais un peu là où le vent me mène, mais finalement, c'est toujours bien tombé. Donc c'est vrai que je me vois plutôt avoir, une carrière à l'étranger. Quand j'ai choisi de faire mon master à l'étranger, je me suis aussi posé la question, pour travailler en France, souvent, il faut un diplôme français. Il y a souvent pas des problèmes, mais des questions sur l'équivalence, ou la reconnaissance des diplômes étrangers. Mais comme donc je l'ai dit plusieurs fois, j'aime pas trop cette mentalité. Donc je me suis dit que si je faisais un master à l'étranger, ce serait peut-être plus facile de faire une carrière à l'étranger. D'autant plus que les masters Erasmus Mundus, en fait, sont connus à l'étranger et pas en France.
Donc je pense et j'espère que grâce donc à ce master et aussi, au réseau international que je me serais créé, j'aurai des opportunités à l'étranger. Mmh. Je pense que tu auras pas de mal, en tout cas, tu as déjà travaillé à l'étranger, donc forcément, je pense que ça va t'aider. Et du coup, quels autres avantages ça t'apporte? Quand tu étais chez Interface Tourisme, c'était bien en France? Oui, c'était basé à Paris, oui. J'ai pas précisé, ouais, c'était à Paris, mais donc on travaillait pour, plusieurs offices nationaux, de tourisme, donc étrangers. Mmh. Donc c'est vrai que même si on était à Paris, il fallait quand même, on va dire un petit peu s'adapter à la culture, du client, aussi, bah, bien sûr parler, en anglais. Donc c'était en France, mais c'était un environnement, je dirais, assez international. D'accord. Et du coup, tes différentes expériences à l'étranger, ça a quand même été valorisé à leurs yeux? Oui, exactement. C'est vrai que beaucoup de gens dans cette entreprise sont partis à l'étranger ou voyagent beaucoup. C'est vrai qu'ils font partie, de ces gens qui pensent qu'on ne peut pas vraiment connaître une destination si on ne la visite pas, donc et j'ai beaucoup aimé cette mentalité. OK. Et est-ce qu'au contraire, il y a des inconvénients à voyager autant? Tu veux dire les inconvénients de partir à l'étranger? Ouais. Je sais pas, il y en a peut-être quelques-uns? Oui, c'est vrai que pareil, comme ça, c'est un peu difficile. Bah, je pourrais dire, tu es loin de ta famille, de tes amis, donc ça peut être une difficulté, plus ou moins importante, selon la personne. Mmh. Je pense que pour moi, l'une des plus grosses difficultés, elle s'est présentée qu'une seule fois, ça a été un peu de sauter le pas, on va dire. La première fois, à 19 ans, je me suis dit: «Bon, je peux partir en Finlande», j'étais vraiment très contente de l'idée, mais bon, ça a été quand même dur de partir parce qu'on va dans un pays, qu'on connaît pas bien, on va rencontrer des gens qu'on connaît pas, on y Mmh. va quand même pour les études, donc on se demande, est-ce que je vais être capable de comprendre? C'est vrai que je parlais anglais, mais pas forcément, très bien. Les premiers jours, j'avais un peu du mal à comprendre, ce que les gens me disaient. On sait qu'on va se faire des amis, on sait qu'on va vivre une expérience extraordinaire, mais voilà, il faut sauter le pas. Après, bien sûr, ce sentiment a disparu, même pas quelques jours après être arrivé. Ça disparaît très rapidement. Mmh. Je pense qu'aussi le principal inconvénient, si je peux dire, c'est qu'une fois que tu pars à l'étranger, tu qu'une envie, c'est repartir. Je pense que je pense que c'est ça le principal inconvénient, bien sûr qu'il peut être, un avantage aussi, mais ça peut être important. Ouais, non, je comprends. Moi, je suis partie, 1 an à l'étranger aussi en L3 D'accord. et c'est vrai que, j'aurais peut-être aimé faire plus de choses à l'étranger, mais l'occasion s'est pas forcément présentée. Mais c'est vrai que parfois je me dis: «Ah, c'est dommage». Mais tu sais que Erasmus propose également, des stages et tout ce qui est formation échange, c'est, pour les jeunes de 18 à 30 ans, donc tu peux encore, bien sûr y participer. À savoir aussi que, dans ma formation en Géorgie, il y avait des personnes qui avaient, tu vois 35-36 ans, donc parfois ils sont même, on va dire, flexibles. Donc tout n'est pas perdu, tu encore le temps d'avoir des expériences. Ah oui, d'accord. Parce que dans l'absolu, en vrai, j'ai rien du tout contre les études, mais c'est vrai que moi, par exemple, je trouve que faire une année de césure, c'est vraiment top, mais je l'ai pas fait parce que j'avais envie de terminer mes études, super vite, tu vois? Ouais, mais je comprends. Tu as aussi la pression, en fait, je trouve. Voilà, c'est ça. Et puis aussi parce que je commençais à en avoir un peu marre. Je trouvais que ça faisait long Mmh. et du coup, tu dis: «Bah, une fois que j'ai terminé mes études, enfin, c'est mort, quoi, je peux plus faire de stage et tout», alors qu'au final, pas nécessairement. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes. Ouais, non, c'est vrai qu'on est dans un schéma, tu étudies pendant 3 ou 5 ans, et puis après, vite, 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 faut trouver un boulot, il faut C'est ça. ouais, c'est vrai que là, pour mes parents, si tu veux, après mon année de césure, c'était bon, tu pris une année, c'est très bien, mais maintenant, allez, master, hein, il faut faut continuer. Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'on se fait vite happer, en fait, dans tout ça, même, avec la meilleure volonté du monde, hein, c'est normal au final, on est un peu conditionné comme ça aussi, mais bon. C'est bien de voir que, ouais, il y a plusieurs chemins et puis, on s'en sort tous très bien au final, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Exactement. Et du coup, par exemple, tu avais dit que pour, ta licence professionnelle, tu avais pas eu trop de difficultés pour candidater. Pour le master, vu que vous êtes que 25, j'imagine que c'est quand même assez concurrentiel, donc quelles étaient les démarches? Est-ce que c'était compliqué? Oui, alors pour le master, je ne sais pas exactement combien il y a de places par master. Mmh. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, mon master, il est très récent. Je fais seulement partie de la deuxième promotion. Mais pour d'autres masters Erasmus Mundus, donc il y en a vraiment dans tous les secteurs, tous les domaines, que ce soit commerce, ingénieur, enfin vraiment tout. Et ça a toujours été très compétitif, notamment pour les bourses, bien sûr. Parce que donc pour avoir une bourse, pour prétendre à la bourse, il faut déjà d'abord être accepté dans le programme et il faut ensuite que le consortium d'universités octroie la bourse.
Donc ça veut dire qu'on peut prétendre à la bourse, ça engage en rien. Ouais. Même si donc le consortium refuse la bourse, c'est toujours possible d'intégrer le programme. Donc ça déjà j'ai trouvé ça assez bien parce que peut-être qu'ils auraient pu vraiment lier bourse et programme et si tu n'as pas la bourse, tu n'as pas le programme, enfin bon, ça laisse le choix. En termes, on va dire de documents administratifs, comme principalement tout master ou toute formation, j'ai dû fournir CV, lettre de motivation, le diplôme de licence ou justifié de 180 crédits européens avec les résultats académiques. Il fallait également passer un test d'anglais avec un minimum requis, donc c'était soit le TOEFL, soit l'IELTS. Je crois 2 lettres de recommandation et copie du passeport. Donc vraiment rien de très compliqué, je dirais, enfin rien de très différent. D'accord. Et écoute, il y a pas eu d'entretien. Donc ça, Ah c'est vrai que d'accord. j'ai été assez surprise. On n'a pas eu d'entretien. Après, peut-être que bien sûr, si l'année prochaine ou dans les années à venir, il y a beaucoup plus de candidats, ils devront peut-être, bien sûr faire des choix et donc faire passer des entretiens. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça a été relativement simple. Je vais pas dire d'être accepté, mais de postuler, au programme. D'accord. Et est-ce que il regardait aussi tes relevés de notes des années précédentes? Ouais, donc il a fallu, à côté du diplôme de licence, fournir, tous les résultats académiques. D'ailleurs, à savoir qu'il fallait faire traduire donc ces résultats, étant donné qu'en France, on ne nous fournit pas des résultats en français et en anglais. Donc il faut faire, traduire par, un traducteur assermenté à la cour d'appel. Donc Ouais. ça a été, en fait, le je pense le plus gros morceau, c'est de faire traduire, tous mes documents en anglais. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup pour 3 papiers, mais bon. Ouais, exactement. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas grave, hein, mais ça a aussi un coût, à prendre en compte parce que bien sûr, il faut rémunérer ce traducteur. C'est sûr. Et est-ce qu'on t'a demandé de faire des examens médicaux? Absolument pas. Non? OK. Parce que moi, pour le coup, bah, après, je pense que c'est parce que c'est l'Europe aussi. C'était au Japon que tu es partie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, ouais, j'ai dû faire plein d'examens, j'ai dû faire une radio de mes poumons, j'ai dû aller chez l'ORL, chez l'ophtalmo, enfin franchement, Ah oui, OK. si t'es myope ou quoi, je sais pas ce qui se passe, mais ils veulent savoir. C'est vrai que quand on est, européen et qu'on candidate à un master Erasmus Mundus, c'est très simple enfin, c'est très simple. Comme je le disais, on n'a pas besoin de demander un visa. Aussi, c'est tout bête, hein, mais on a une carte, européenne d'assurance maladie, donc on n'a pas besoin de souscrire, enfin si, on souscrit à une assurance bien sûr, mais on n'a pas besoin, tu vois, de s'enregistrer au système, sanitaire, et hospitalier, britannique. On n'a pas besoin de faire, toutes ces démarches. Donc c'est vrai que quand on est européen, c'est très, très facile. En fait, on se rend compte de la chance, on va dire qu'on a d'être européen, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, bah, on est plein de petits pays, mais concentrés dans une seule zone. Donc c'est vrai que je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, c'est que par exemple, un Américain ou un Canadien, quand il veut voyager dans un autre pays, leur pays déjà de base est tellement grand que rien que d'aller, je sais pas, de la côte ouest à la côte est, déjà c'est un énorme voyage. Donc Ah quand ouais. ils veulent aller en Europe, enfin c'est parfois, j'imagine qu'il y en a qui font ça peut-être une ou deux fois dans leur vie, parce que c'est quand même un coût. Nous, on a plein de pays et plein de cultures différentes qui sont accessibles bah, juste à côté. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage aussi. En fait, je trouve que les expériences un peu que j'ai eues, si je parle, pour moi, ça Mhm. m'a vraiment, vraiment permis de me sentir européenne, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une identité européenne, qui se crée. En fait, j'avais pas conscience qu'il y avait, comme tu dis, tellement parce que c'est vrai que plein de petits pays que, OK, j'en avais entendu parler, mais je connaissais vraiment rien sur ces pays et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme moi, venaient d'Europe, ou même d'ailleurs dans le monde, mais on partage vraiment, plein de choses, en fait. On a plein de points communs. On est à la fois différents, mais à la fois similaires. Et c'est vrai qu'on est tous européens, donc on se dit, ouais, on vient tous, comme tu dis, pas du même endroit, mais il y a vraiment une identité qui s'est créée. Je me sens vraiment plus européenne maintenant, après ces expériences. Ouais, c'est sûr. Et puis j'ai l'impression aussi que, enfin moi en tout cas c'est un peu ce que j'ai ressenti au Japon, même si j'essayais évidemment de me mélanger avec des personnes japonaises, dans la classe il y avait forcément d'autres nationalités et du coup tu te rapproches plus des gens qui sont européens. Il y avait beaucoup d'Allemands, donc j'étais beaucoup avec des personnes qui étaient allemandes et du coup bah même si c'est pas forcément ouais, le même pays, t'as l'impression que bon on est quand même proches donc naturellement tu te rapproches des gens qui te ressemblent. Bah, d'autant plus que toi et les Allemands, vous étiez vraiment à l'autre bout du monde. Dans ce cas-là, je pense que ça rapproche. Voilà, c'est ça. C'est assez marrant. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Franchement, c'était hyper intéressant. T'as un parcours super riche, sans vouloir t'énerver.
Est-ce que pour terminer, tu voudrais rajouter quelque chose dont je t'ai pas du tout parlé, mais que tu trouves important ou que tu aimerais mettre en avant? J'aimerais juste dire quelque chose que j'ai évoqué précédemment et je viens de penser que je suis pas revenue dessus. Mhm, L'un des inconvénients, quand tu me demandais les inconvénients un peu de partir à l'étranger, on va dire c'est plus une difficulté que j'ai rencontrée, qui n'était bien sûr pas très grave, mhm. c'est que à certains moments, on peut avoir des attentes un peu trop élevées, on va dire, par rapport à la réalité. C'est ce qui s'est passé quand j'étais en Italie pour mon volontariat. Sur le moment, j'ai été très déçue, j'ai eu l'impression vraiment de perdre mon temps, de ne rien apprendre, de me demander ce que je faisais là. Donc je vais pas dire le conseil c'est de ne pas avoir d'attentes parce que si c'est très bien d'avoir des attentes, c'est très bien d'avoir des attentes qui sont élevées d'ailleurs. Mm. Mais en fait c'est juste de se dire que c'est jamais grave et c'est jamais perdu. Là ça fait quoi? Ça fait peut-être 8 mois que je suis rentrée d'Italie et en fait je me dis que ça m'a forcément apporté du positif. J'ai pas du tout perdu mon temps. J'ai appris sur le côté humain, ça m'a enrichi. Je suis revenue, maintenant je suis quasiment bilingue italien. Enfin voilà, en fait, c'est de se dire que c'est jamais vraiment un échec. Il y a toujours du positif à prendre. Donc ça, c'est vraiment une mentalité que j'avais pas forcément avant. Je suis rentrée d'Italie, je faisais que râler et dire que c'était nul, etc. Et maintenant, je me dis que finalement, non, c'était positif. J'ai découvert plein de choses que j'aurais pas eu l'occasion de découvrir en France ou ailleurs. Complètement. Et puis ça, je pense que c'est aussi un petit peu français. Peut-être. C'est que quand on fait quelque chose qui nous plaît pas, forcément c'est un échec, alors qu'au final, même quand on a une expérience négative, forcément on apprend. Et puis on essaye toujours de chercher ce qu'on aime parce que forcément on a envie d'être heureux, quoi, normal. Mais le fait de se confronter à des choses qu'on n'aime pas, bah, ça permet aussi de faire le tri. Et donc de se rendre compte de qu'est-ce qu'on aime et d'écarter certaines choses. Donc ouais, c'est toujours positif. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Exactement. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette super conversation. Bah, merci à toi. Je te souhaite bon courage pour la fin du semestre et puis pour le reste de tes études. Merci Et puis beaucoup. bah à bientôt, j'espère. À bientôt, Marie. Merci d'avoir suivi ma conversation avec Alice jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Si participer à un programme Erasmus te tente, je t'invite à consulter les notes du podcast. J'ai en effet listé tous les liens des sites et groupes Facebook cités par Alice durant l'épisode et qui lui ont permis de saisir beaucoup d'opportunités à seulement 22 ans. Comme d'habitude, tu peux aussi nous contacter sur LinkedIn et sur Instagram pour rebondir sur les sujets abordés. Nos comptes sont aussi dans la description. Alors à tout de suite sur les réseaux et sinon à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourism Marimi. Salut!